Les origines lointaines et les migrations des Mossi, de l'Est africain à la savane burkinabé. L'histoire des peuples, des royaumes et des civilisations ne commence jamais au moment où les livres d'histoire les mentionnent. Bien souvent, elle plonge ses racines dans les terres mouvantes des migrations, des brassages culturels, des rencontres et des conflits. Les Mossi, aujourd'hui identifiés principalement avec le Burkina Faso, sont un peuple dont les origines remontent bien au-delà des frontières modernes, à une époque où les lignes du continent africain étaient tracées non pas par des États-nations, mais par des dynamiques sociales, spirituelles, ethniques et géographiques. Des origines orientales, les premières traces du peuple Mossa. Les premiers indices des origines des Mossi nous emmènent loin, jusqu'au nord du Cameroun, une région riche en culture ancienne et en connexions ethniques complexes. Des chercheurs, anthropologues et historiens, notamment ceux s'inspirant des écrits du chroniqueur malien Sadi, évoquent une filiation avec un groupe appelé le peuple Mossa. Ce dernier occupait jadis cette région montagneuse et semi-aride, située entre El Adamaoua et le Benoué, territoire où se rencontrent diverses civilisations d'Afrique centrale et de l'Ouest. Le peuple Mossa partageait des éléments culturels distinctifs avec les Mossi connus aujourd'hui. Parmi eux, les scarifications faciales, souvent utilisées pour marquer l'identité ethnique, sociale ou guerrière d'un individu, étaient particulièrement similaires. Ces signes visibles sur la peau étaient autant de marques d'appartenance, de lignage et parfois de spiritualité. À noter également des similitudes linguistiques entre certaines langues gures de la région du Burkina Faso et des parlers présents dans le nord du Cameroun. Le nord du Nigeria, voisin direct du Cameroun, apparaît également dans les trajectoires anciennes de ce peuple. Cette région, au carrefour des routes marchandes transsahariennes et des échanges interethniques, a connu un brassage intense. Il est possible que les groupes proto-Mossi migrent entre ces zones, au gré des conflits, des changements climatiques ou de la recherche de terres plus hospitalières. Une migration vers l'ouest, des itinéraires multiples et des royaumes fondateurs. L'hypothèse la plus crédible, selon plusieurs sources historiques et anthropologiques, suggère une migration d'est en ouest, qui aurait amené les ancêtres des Mossi à quitter progressivement les régions montagneuses et boisées de l'est pour les plaines sahéliennes plus au nord-ouest. Durant cette migration, les groupes proto-Mossi fondèrent des royaumes intermédiaires, dont le plus connu est le royaume de Diamaré, du nom d'une région actuelle du nord du Cameroun. Il est fascinant de constater que ce toponyme a traversé les siècles, preuve d'une continuité culturelle. Le royaume de Diamaré aurait été un centre d'organisation sociale et politique, mais aussi une halte structurante avant la poursuite vers l'ouest. Par ailleurs, la région du fleuve Niger, notamment son bassin supérieur, a été un foyer culturel crucial dans cette période. Elle servait de point d'ancrage temporaire, où les groupes migrants entraient en contact avec des royaumes florissants comme ceux du Ghana ancien et du Mali. Les ancêtres des Mossi ne se contentaient pas de transiter, ils affrontaient, s'adaptaient, s'alliaient ou résistaient. Ils étaient des acteurs dynamiques de l'histoire ouest-africaine, et non de simples populations errantes. Cette période a probablement été marquée par une transformation progressive de leur structure sociale, passant de simples clans familiaux à des entités royales centralisées et militarisées. Des guerriers redoutables, affrontements avec les grands empires ouest-africains. L'histoire des Mossi est indissociable de leur réputation militaire. Dès leur arrivée dans l'ouest sahélien, ils se distinguèrent par leur bravoure guerrière, leur organisation tactique et leur détermination farouche à résister aux grandes puissances environnantes. Les chroniqueurs médiévaux les désignaient comme de redoutables combattants, comparés à des lions des savanes dans leur manière de charger l'ennemi. Ils affrontèrent les armées du légendaire Sunjata Keita, fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Ce dernier, tout juste victorieux de la bataille de Kirina contre le roi Sosso Soumoro Kanté, dut également compositeur avec des incursions Mossi sur les frontières orientales de son empire. Ces affrontements, bien qu'épisodiques, démontrent l'envergure des Mossi dans le théâtre politique régional. Plus tard, les Mossi croisèrent aussi le fer avec les troupes de Soni Alibert, redouté souverain de l'Empire Songhai, puis avec Askia Mohamed Touré, son successeur. Ces conflits montrent non seulement la présence active des Mossi dans la région, mais aussi leur refus de se soumettre aux grands empires islamisés de la région. En effet, les Mossi résistèrent aussi idéologiquement à l'islamisation forcée. Bien que des échanges eurent lieu, leur culture reste enracinée dans un système spirituel traditionnel basé sur le culte des ancêtres et des forces de la nature. Absorption partielle et éclatement vers le Ghana actuel. Au fil des siècles, ces affrontements épuisèrent certaines branches du peuple Mossi, qui furent parfois absorbés ou intégrés dans les structures des empires maliens et Songhai. Mais tous ne capitulèrent pas. Une partie importante des groupes Mossi a choisi l'exil volontaire vers le sud-ouest, dans une région plus stable et moins exposée, le nord du Ghana actuel, plus précisément dans la région montagneuse de Gambaga. C'est là
dans ces hauteurs boisées, que les graines de la future dynastie Mossi allaient germer. Cette zone, aux terres fertiles et au climat plus tempéré, était propice à l'installation durable. Elle permet aussi aux Mossi de se réorganiser, loin des pressions politiques des grands empires du Sahel. Ils purent alors établir de nouveaux royaumes, reposant sur des fondations lignagères solides et une culture politique propre. La région de Gambaga deviendra ainsi le berceau historique des fondateurs des royaumes Mossi. C'est de là que viendront les figures mythiques de Nanjda ou Bebewa et ses descendants qui poseront les premières pierres des États Mossi que nous étudierons dans la prochaine fête. Fondation des royaumes Mossi, entre mythe fondateur et réalité politique. L'épopée du peuple Mossi ne s'arrête pas à la migration. Bien au contraire, c'est à partir de leur installation dans la région de Gambaga, dans l'actuel nord du Ghana, que commence véritablement le récit fondateur de leur royaume. À la croisée de l'histoire et de la mythologie, cette fondation repose sur des figures légendaires, des alliances dynastiques, des stratégies territoriales et une vision profondément enracinée du pouvoir, de la spiritualité et de la filiation. Nanjda, ou Bewa, le patriarche originel. L'un des noms les plus évoqués dans les traditions orales Mossi est celui de Nanjda, aussi connu sous le nom de Bewa. Ce personnage mythique est considéré comme l'ancêtre commun et le fondateur de la dynastie des Mossi. Sa figure est souvent entourée d'un certain flou historique, mais elle incarne une réalité politique, celle d'un homme fort, probablement un chef de clan ou un roi influent dans la région de Gambaga, ayant supposé les premières bases d'un pouvoir lignagé organisé. Nanjda aurait eu plusieurs enfants, parmi lesquels 3 fils, Tozugu, Ngmambu et Sibutu, qui sont crédités de la fondation des premiers royaumes de la région. Tozugu fonda le royaume de Mamprouzi. Ngmambu fonda le royaume de Nanimba. Sibutu fonda le royaume de Dagomba. Ces 3 royaumes formeront une triade politique et territoriale structurante dans l'actuel nord du Ghana. Ils participèrent à l'extension du pouvoir Mossi et à la diversification des dynasties royales, tout en gardant une filiation claire à leur ancêtre commun. Yenanga, la princesse légendaire, entre bravoure et destinée. Mais c'est Yenanga, la fille de Nanjda, qui marque un tournant essentiel dans la tradition fondatrice des Mossi. Figure héroïque et presque sacrée dans la mémoire collective, Yenanga est célébrée comme la mère du peuple Mossi. Elle incarne à la fois la transmission dynastique et l'esprit d'indépendance propre à ce peuple. Dès son plus jeune âge, Yenanga était une guerrière hors pair. Elle accompagnait les armées de son père au combat, galvanisait les troupes, montait à cheval et maniait les armes avec une habileté rare. Son courage, sa beauté et son intelligence la rendirent très populaire, mais aussi trop précieuse aux yeux de son père qui, craignant de la perdre, refusa de la marier. Cependant, le destin prit une tournure inattendue. Selon la légende, Yenanga fut un jour emportée au loin par un cheval fou qui l'éloigna du palais de son père. Elle erra dans la forêt, jusqu'à croiser la route d'un chasseur mandé nommé Rialé. C'est là que commence la fusion entre la noblesse Mossi et la tradition mandingue. Yenanga et Rialé tombèrent amoureux. Leur union donna naissance à un fils nommé Wedraogo, ce nom signifie d'ailleurs étalon, en référence à l'épisode du cheval fou. Cet enfant symbolise la fusion politique et culturelle entre les deux peuples. Quand Nanjda apprit cette union, il fut d'abord furieux, mais finit par accepter ce destin. Il dota Rialé de soldats et de chevaux, renforçant ainsi la légitimité de ce nouveau lignage. Wedraogo, fondateur du royaume de Tankodogo. Le fils de Yenanga et Rialé, Wedraogo, devint le véritable fondateur du premier royaume Mossi pleinement structuré, Tankodogo, signifiant ancienne terre ou terre originelle. C'est à partir de ce royaume que va se diffuser la civilisation Mossi à travers la région. Tankodogo devint rapidement un centre politique, militaire et religieux, autour duquel d'autres chefferies se développèrent. Wedraogo instaura un système de gouvernement basé sur la royauté héréditaire, la vassalité des chefs secondaires et une forte symbolique rituelle du pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement de régner par les armes, mais aussi d'établir un ordre sacré, renforcé par des alliances matrimoniales avec d'autres clans et peuples locaux. Cette stratégie d'expansion mêlait conquête, intégration et respect des traditions ancestrales. L'expansion dynastique, naissance de Wagadugu et Yatanga. Après la mort de Wedraogo, ses descendants poursuivirent l'expansion de la dynastie. Son petit-fils, Ubri, fonda le royaume de Wagadugu, aujourd'hui Ouagadougou, qui deviendra le cœur politique du peuple Mossi. Le fils d'Ubri, Yedega, fonda plus tard le royaume de Yatanga, en 1540, qui constituera une puissance militaire et économique rivale à Ouagadougou, tout en partageant les mêmes origines. Chacun de ces royaumes s'organisait autour d'une cour royale hiérarchisée,
avec des fonctions rituelles codifiées, le Moro Naba, roi, des chefs militaires, des conseillers, des prêtres, des devins et des tambourinaires royaux. Les capitales se structuraient autour de marchés, de centres religieux et de lieux de culte des ancêtres. Le système dynastique des Mossi, filiation et pouvoir symbolique. Tous ces royaumes, bien que politiquement indépendants, partageaient une structure dynastique commune. Ils reconnaissaient symboliquement le Moro Naba de Ouagadougou comme le chef suprême, bien qu'il ne fût pas un souverain centralisateur. Le pouvoir chez les Mossi se transmettait par filiation patrilinéaire, mais toujours renforcé par des alliances politiques et religieuses. Le rôle des femmes n'était pas négligeable. Comme l'avait démontré Yenanga, elles pouvaient aussi avoir une portée stratégique dans l'histoire dynastique. Une civilisation enracinée dans le sacré. Chaque royaume Mossi reposait sur un socle religieux fort. Les rois étaient considérés comme les garants de l'ordre cosmique, les protecteurs de la fertilité de la terre et les médiateurs entre les vivants et les ancêtres. Le pouvoir politique était indissociable du pouvoir rituel. La royauté Mossi s'appuyait sur des cérémonies initiatiques, des rituels agraires, des cultes rendus aux ancêtres fondateurs et un ensemble de règles symboliques. Ainsi, le roi ne pouvait exercer son pouvoir sans l'aval des prêtres et sans respecter les tabous sacrés du royaume. La fondation des royaumes Mossi est donc bien plus qu'un simple récit de conquête. C'est une véritable cosmogonie politique, un système d'organisation du monde et de la société fondé sur une mémoire ancestrale vivante. Entre la figure patriarcale de Nanjeda, l'héroïsme de Yenanga, la sagesse de Ouédraogo et l'expansion dynastique de ses descendants, le peuple Mossi s'est bâti une identité solide, portée par des mythes fondateurs puissants, une organisation sociale rigoureuse et une profonde spiritualité. Organisation politique et symbolique du pouvoir chez les Mossi, une royauté sacrée et hiérarchisée. L'un des aspects les plus fascinants de la civilisation Mossi réside dans l'organisation politique de ces royaumes et la symbolique profonde qui entoure le pouvoir royal. Dès la fondation des premiers royaumes au XVe et XVIe siècle, les Mossi développèrent une structure étatique originale, solidement enracinée dans la spiritualité, les traditions ancestrales, la légitimité dynastique et l'équilibre social. Cette organisation politique complexe ne repose pas uniquement sur la force militaire ou l'héritage lignagé, mais aussi sur une conception cosmologique du pouvoir. Le roi n'est pas seulement un chef d'État, il est l'incarnation de l'ordre sacré du monde. La monarchie Mossi, une institution sacrée et structurée. Le pouvoir suprême dans les royaumes Mossi était exercé par le Moro Naba, ou Mogo Naba selon les variantes dialectales, littéralement roi du pays. Ce titre recouvre des significations bien plus riches que le simple rôle politique. Chez les Mossi, le Mogo représente à la fois le territoire, l'ordre cosmique, la loi divine et la communauté humaine organisée. Le Naba signifie maître, chef, dirigeant, mais aussi gardien du lien entre les vivants et les ancêtres. Ainsi, le Moro Naba est perçu comme le garant de la Maté, concept d'origine égyptienne antique qui désigne l'ordre universel, la justice, l'équilibre et l'harmonie. Cette référence à la Maté, mise en avant par des chercheurs tels que l'anthropologue camerounais Claude Bissek, révèle une profonde continuité entre les traditions royales africaines. Le palais du Moro Naba, appelé Nabayiri, constitue un véritable centre politique, spirituel et administratif. Il s'agit d'un espace sacré, organisé selon un protocole rigoureux. Le roi y est entouré d'un conseil composé de dignitaires au rôle bien défini. Le Baloum Naba, chef des affaires intérieures. Le Lalé Naba, chef des questions religieuses. Le Gunga Naba, chef tambourinaire. Le Widi Naba, maître de guerre. Le Kamsaogo Naba, chef des cavaliers. Le Tanga Naba, chef de la terre. Et de nombreux autres titres répartis entre fonctions politiques, militaires, religieuses et rituelles. Chaque rôle est transmis de manière héréditaire ou désigné selon la volonté du souverain, avec une forte valeur symbolique. Le roi ne prend jamais de décision importante sans consulter ce conseil. Le système des royaumes décentralisés, indépendance et reconnaissance mutuelle. Les royaumes Mossi étaient politiquement indépendants les uns des autres, mais liés par une reconnaissance symbolique et spirituelle de la primauté du roi de Ouagadougou, considéré comme le plus ancien et le plus vénérable. Le royaume de Yatanga, par exemple, avait une autonomie politique complète mais partageait les mêmes rites, croyances et structures de pouvoir que Ouagadougou. Cette forme de gouvernance peut être qualifiée de confédération de royaumes dynastiquement liés, où la force de l'un renforce le prestige des autres, sans jamais instaurer une centralisation autoritaire. Cette configuration politique fut probablement une des raisons de la longévité et de la résilience du système Mossi, notamment face aux puissances extérieures.
Mariage politique et alliance territoriale. Un élément fondamental de l'organisation politique Mossi résidait dans les mariages stratégiques. Les souverains Mossi cherchaient à renforcer leur pouvoir en épousant les filles des chefs locaux ou en mariant leurs propres filles à des notables ou princes d'autres peuples. Ces unions permettaient de sceller des alliances, d'étendre leur autorité sans recourir systématiquement à la guerre et de créer des liens sacrés entre les clans. Par ailleurs, dans chaque territoire conquis ou intégré, le roi Mossi n'imposait pas brutalement son autorité, mais négociait souvent une part des terres avec les prêtres locaux, Tangsoba. Le chef religieux autochtone conservait souvent la garde du culte de la terre, garantissant ainsi un équilibre entre pouvoir royal et respect des traditions locales. Le rôle spirituel du roi, gardien de l'ordre cosmique. Le roi Mossi n'est pas seulement un chef politique, il est le lien vivant entre le monde des humains, celui des ancêtres et celui des esprits. À ce titre, sa fonction dépasse les contingences du quotidien. Il incarne l'équilibre cosmique. Lorsqu'il meurt, c'est l'ordre du monde qui est brisé. Un proverbe Mossi affirme « Quand le roi meurt, le pays s'effondre ». La mort du roi donne lieu à un rituel sacré d'annonce du chaos temporaire. Le Gunganaba, chef des tambourinaires, proclame rituellement « Bouzar Kime Mogo Samame, le feu s'est éteint, le pays est abîmé ». Cette annonce symbolise la rupture de la Maté, l'ordre divin. Il faudra alors accomplir plusieurs rites pour restaurer l'équilibre. Purification de la cour, succession rituelle, prière aux ancêtres, sacrifices et célébrations propitiatoires. Les rituels du vendredi, le conseil royal du Moro Naba. Un rituel politique unique des royaumes Mossi est celui du conseil du vendredi matin au palais du Moro Naba, une cérémonie ancestrale qui existe encore aujourd'hui à Ouagadougou. Chaque vendredi, les notables se réunissent autour du roi dans un cérémonial très codifié. Le Moro Naba change de costume pour symboliser les décisions ou l'orientation de son règne. Robe rouge, préparation à la guerre. Robe blanche, paix et stabilité. Autre code, couleur indique des messages aux dignitaires et au peuple. Ce rituel, au-delà de son symbolisme, sert à renforcer la cohésion politique, à transmettre les décisions royales et actualiser les alliances. Droit et justice dans les royaumes Mossi. Les royaumes Mossi possédaient un système judiciaire propre, structuré selon des principes coutumiers. Les litiges étaient réglés à plusieurs niveaux. Le chef de quartier ou de village tranchait les affaires simples. Le conseil royal examinait les cas plus complexes. Le Moro Naba ou un dignitaire désigné rendait la justice en dernier recours. Les jugements tenaient compte des preuves, des témoignages et des règles de la tradition. Les fautes graves, adultère royal, trahison, sacrilège, faisaient l'objet de sanctions rituelles, parfois symboliques, parfois physiques. La justice Mossi ne visait pas la vengeance mais la restauration de l'équilibre et l'apaisement des esprits. Symbole du pouvoir royal, emblème, trône et tambour. Le pouvoir royal s'accompagnait de nombreux objets symboliques. Le trône royal, sculpté dans du bois sacré. Le tambour royal, principal outil de communication. Les insignes sacrés, lance, sceptre, couronne de plumes. Le cheval royal, symbole de prestige et d'autorité guerrière. Les messages officiels étaient souvent transmis par tam-tam parleur, un instrument capable de reproduire les tonalités linguistiques du mouré, langue des Mossi. Ce système de communication permettait au roi de faire connaître ses ordres dans les campagnes éloignées, bien avant l'introduction de l'écriture. L'organisation politique des Mossi est l'un des exemples les plus aboutis d'une monarchie sacrée africaine, alliant gouvernance humaine, autorité spirituelle, équilibre territorial et dynastie familiale. Elle repose sur un pouvoir distribué mais centralisé symboliquement, où la figure du roi incarne le cœur vivant du peuple. Cette organisation, profondément enracinée dans la spiritualité et l'histoire orale, a résisté aux siècles, aux invasions et même à la colonisation. Elle reste, encore aujourd'hui, un pilier de l'identité burkinabé. Le Moro Naba actuel de Ouagadougou, bien que dépourvu de pouvoir politique officiel, continue d'incarner cette mémoire vivante du pouvoir sacré. Résistance à la colonisation et héritage des Mossi, entre bravoure, mémoire et continuité historique. L'histoire des royaumes Mossi ne s'achève pas avec leur apogée politique. Elle connaît un tournant décisif à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée brutale des puissances coloniales européennes. Les Mossi, tout comme d'autres peuples africains, furent confrontés à la réalité de la conquête coloniale, une période marquée par des conflits, des résistances héroïques, des négociations politiques et des transformations sociales profondes. Cette quatrième partie explore, dans une démarche historique approfondie,
la façon dont les Mossi ont réagi à la colonisation, comment leurs structures ont été transformées et comment leur héritage perdure encore aujourd'hui. Le contexte de la colonisation, un continent convoité. À partir de la conférence de Berlin, 1884 à 1885, les puissances européennes se lancèrent dans le partage systématique de l'Afrique. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne se disputaient les territoires ouest-africains dans un processus connu sous le nom de Scramble for Africa. Le territoire des Mossi, riche en ressources, stratégiquement situé entre les fleuves Volta et Niger, et caractérisé par un réseau commercial florissant, attira rapidement l'attention des colonisateurs. Le royaume de Ouagadougou, de par sa position centrale, fut l'un des objectifs prioritaires de la France. À cette époque, les royaumes Mossi disposaient encore de solides structures militaires et administratives. Ils contrôlaient les routes commerciales entre le Sahel et la forêt et maintenaient une relative indépendance face aux dynamiques extérieures. Les premières approches diplomatiques françaises, 1886 à 1895. Dès 1886, la France tenta d'établir un protectorat sur les royaumes Mossi. L'envoyé français Louis-Gustave Binger, explorateur et officier colonial, se rendit à Ouagadougou, capitale du royaume de Vagadugu, pour proposer au Moro Nabassanem, Ousanou, de placer le royaume sous la protection française. Ce dernier refusa catégoriquement. Binger fut expulsé avec vigueur. Le roi affirma son opposition dans des termes clairs. Il n'était nullement question pour le peuple Mossi de perdre son indépendance au profit d'étrangers. Cette première tentative française mit en évidence la volonté farouche d'autonomie des dirigeants Mossi, ainsi que leur lucidité face aux ambitions impérialistes européennes. Une résistance structurée, les tambours comme arme politique. L'un des éléments remarquables de la résistance Mossi réside dans l'efficacité de leur communication militaire et politique, notamment à travers les tambours parleurs. Ces instruments traditionnels, capables de transmettre des messages codés en mouré sur de longues distances, permettaient aux chefs de village, aux armées royales et aux dignitaires de se coordonner rapidement. Les tambours servaient aussi à mobiliser les forces militaires, à annoncer les décisions royales ou avertir d'une attaque. Cette technologie culturelle indigène donna un avantage stratégique significatif aux Mossi, leur permettant de ralentir la progression des troupes coloniales à plusieurs reprises entre 1890 et 1896. L'invasion militaire française, l'année décisive de 1896. Face à l'échec diplomatique, la France décida de recourir à la force. En 1896, une expédition militaire commandée par le colonel Voulet, tristement célèbre pour sa brutalité, fut chargée de conquérir les royaumes Mossi. Cette expédition s'inscrivait dans un plan plus large visant à relier la Haute-Volta, futur Burkina Faso, au reste de l'Afrique occidentale française, AOF. Les troupes françaises avancèrent rapidement, détruisant les caravanes commerciales, incendiant les villages et réprimant dans le sang toute opposition. Le Moro Naba Wobgo, ou Wobgo, roi de Vagadugu à l'époque, refusa une nouvelle fois toute collaboration avec les colonisateurs. Il engagea ses troupes dans une résistance acharnée qui dura plusieurs mois, alternant combats frontaux, contre-attaques et replis tactiques. Le refus catégorique du roi Wobgo, un discours de bravoure. L'un des moments les plus mémorables de cette résistance est le discours du Moro Naba Wobgo à l'officier colonial venu négocier une reddition. Le roi aurait déclaré « Je sais que les Blancs veulent me faire mourir pour me voler mon pays, et tu prétends qu'ils vont m'aider à organiser mon pays. Or, je trouve mon pays très bien tel qu'il est. Je n'ai nul besoin des Blancs. Je sais ce qu'il me faut et ce que je veux. J'ai des marchands. Estime-toi heureux que je ne te fasse pas couper la tête. Va-t'en, et surtout ne reviens pas. » Ce discours, resté dans la mémoire collective burkinabé, incarne la fierté et la dignité des Mossi face à l'envahisseur et constitue l'un des plus beaux témoignages de la résistance anticoloniale en Afrique de l'Ouest. La chute de Vagadugu et la fin de l'indépendance politique, 1897. Malgré la bravoure des troupes Mossi, la supériorité logistique et technologique de l'armée française finit par avoir raison des résistants. En avril 1897, les Français prirent définitivement Ouagadougou, après des combats sanglants. Le Moro Naba Wobgo fut contraint de fuir vers le nord du Ghana. La France installa sur le trône un nouveau roi plus conciliant, le Moro Naba Sigiri, qui accepta de signer les documents officialisant le passage du royaume sous protectorat français. Cette manœuvre permit à la France d'imposer son administration sans recourir à une gouvernance directe violente, tout en maintenant une façade traditionnelle. Le royaume Mossi sous colonisation, entre cooptation et marginalisation. À partir de 1897,
Le royaume de Ouagadougou fut intégré dans l'Afrique occidentale française, AOF, et plus spécifiquement dans la colonie de Haute-Volta créée en 1919. Toutefois, les structures traditionnelles Mossi furent partiellement maintenues par les Français, qui comprirent vite l'intérêt d'une gouvernance indirecte. Le Moro Naba conservait une autorité morale et symbolique sur les populations locales, tandis que l'administration coloniale exerçait le pouvoir réel. Ce système de commandement indigène, généralisé dans l'AOF, permit aux colonisateurs de s'appuyer sur les chefferies locales tout en consolidant leur domination. Héritage de la résistance et mémoire postcoloniale. L'histoire de la résistance Mossi ne s'est pas effacée avec la colonisation. Elle a constitué un socle identitaire fort, transmis oralement et célébré dans les rites, les chants, les récits familiaux. Le courage des rois Wobgo et Sanou, le discours de refus de la domination étrangère, les tambours de guerre sont autant de symboles qui ont traversé les décennies. Après l'indépendance du Burkina Faso en 1960, ce passé est devenu un élément fondateur du récit national. Le président révolutionnaire Thomas Sankara, 1983 à 1987, lui-même issu d'un lignage Mossi, s'inspira de cette mémoire de bravoure pour construire son discours anti-impérialiste. En 1984, il rebaptisa le pays Burkina Faso, signifiant pays des hommes intègres, Amouré et Dioula comme un hommage au courage et à l'éthique des ancêtres. Le Moro Naba aujourd'hui, une autorité toujours respectée. Bien que le royaume Mossi n'ait plus de pouvoir politique officiel, la monarchie traditionnelle n'a jamais disparu. Le Moro Naba actuel de Ouagadougou, investi selon les rites ancestraux, continue de jouer un rôle essentiel dans la société burkinabé. Il intervient comme médiateur social, gardien de la tradition, arbitre lors de crises communautaires. Chaque semaine, le Conseil royal du vendredi au palais de Nabayiri réunit des dignitaires et des chefs coutumiers, témoignant d'une continuité historique exceptionnelle. Le peuple Mossi, tout en vivant pleinement dans la modernité, reste profondément attaché à ses valeurs ancestrales. La résistance des Mossi face à la colonisation, leur stratégie d'adaptation et la persistance de leur système monarchique sont des éléments majeurs de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Plus qu'une simple opposition militaire, il s'agit d'une affirmation culturelle, politique et spirituelle qui continue d'inspirer les générations futures. Le peuple Mossi n'a pas seulement survécu à la colonisation, il en a triomphé par la mémoire, la dignité et la continuité de ses institutions.